Donc, bonjour Marion, merci d'avoir accepté cette invitation à la médiathèque de Saint-Étienne-de-Saint-Joire aujourd'hui. On aurait préféré vous voir en vrai, on va dire, euh, comme ça devait être prévu normalement au début de ce mois de juin, où vous deviez rencontrer les collégiens et les lecteurs des collèges et médiathèques du Grand Lens et de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Mais avec ce virus, on a dû chambouler un peu nos plans. Et cette vidéo doit quand même permettre notamment aux collégiens qui avaient commencé à travailler sur vos livres, de vous découvrir et de mieux vous connaître. Euh, et donc, je vais vous laisser commencer par vous présenter et nous dire un petit peu de qui vous êtes et de quoi est faite votre vie. D'accord. D'abord, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Et j'espère que tout le monde va bien, même si effectivement, moi aussi, j'aurais préféré vous voir pour de vrai et que partager ce moment derrière un écran, c'est pas tout à fait pareil. Mais voilà, on va essayer de rendre ça un peu ludique et puis un peu joyeux. Et puis, il faut surtout se dire que c'est bien de garder des initiatives et de réussir à proposer des choses quand même pour que vive encore un peu la lecture et les livres et des rencontres pas tout à fait pareilles, mais voilà, qu'on partage des choses ensemble. Donc moi, je suis Marion Achard et j'ai deux métiers. Donc mon premier métier, c'est d'être artiste de cirque. Je travaille dans une compagnie de cirque depuis 20 ans. Donc c'est une compagnie qui est installée dans la Drôme, qu'on a montée après être sorti d'une école de cirque avec un groupe d'anciens élèves de l'école de cirque Fratellini. Et on a décidé de venir s'installer dans la Drôme pour proposer nos spectacles dans toute la région Rhône-Alpes, mais aussi beaucoup à l'étranger. Et j'ai un deuxième métier qui est d'écrire des livres. Donc, j'écris des livres depuis que je suis toute petite, depuis que je suis enfant, mais je publie des livres depuis une dizaine d'années. Et depuis 3 ans, je publie également des scénarios de bande dessinée. Voilà, donc doucement, tous ces métiers artistiques se mêlent les uns aux autres et j'essaye de faire des choses assez protéiformes. Le cirque, ce que je vis en cirque, ça vient souvent se mettre dans mes livres. Et inversement, les histoires que j'écris dans les livres, j'essaye de les faire passer aussi un petit peu dans le spectacle du cirque. Donc pour moi, tout ça, c'est lié. C'est deux métiers séparés, mais c'est deux métiers qui vont ensemble. Nous, on va commencer cet entretien en rentrant par votre facette de scénariste de BD. Car pour Ok. nous, on devait vous faire venir dans le cadre de l'année de la BD, qui était cette année un événement national. Et donc, je voulais voir, pour l'instant, vous avez une BD publiée donc Tamba, l'enfant soldat. Je voulais voir avec vous d'où vous est venu déjà le point de départ de cette histoire et de comprendre un peu mieux, après un petit peu mieux comment vous avez aussi travaillé avec l'illustrateur qui était Yann Desruelles. Alors, la BD, ça m'a toujours fait de l'œil, mais pour moi, ça restait quelque chose de complètement inaccessible parce que je dessine très mal. Donc, je m'étais jamais projetée dans le fait de réussir à faire comme ça une bande dessinée. Et quand j'étais enfant, j'imaginais un petit peu comme tout le monde que c'est l'illustrateur qui faisait tout. J'avais du mal à distinguer que la plupart des BD ont vraiment un scénariste et un illustrateur. Donc, j'avais ça un petit peu en tête comme quelque chose de merveilleux, mais d'inaccessible. Et j'ai rencontré Yann Desgruelles qui habite juste à côté de chez moi. Enfin, il habite dans un village à 15 kilomètres. Donc, je le croisais de temps en temps chez des amis, au cinéma, dans des salons du livre. Et à chaque fois que je le voyais, il me demandait si j'avais pas un scénario de bande dessinée. Donc, il me disait, est-ce que tu n'as pas un scénario? Je disais, ben, non, moi j'écris des livres, j'écris pas des scénarios, donc j'ai pas de scénario. Puis je le revoyais 6 mois après, il me disait, est-ce que tu n'as pas un scénario? Parce que moi je dessine bien, mais en scénario, là, je suis toujours à la recherche de choses. Donc je disais, ben non, j'ai pas de scénario. Et à force de le voir et à force qu'il me pose la question, je me suis dit, mais peut-être que je pourrais faire un scénario. Et j'avais un livre que j'écrivais sur les enfants soldats en Afrique de l'Ouest, donc plutôt dans la zone Guinée-Sierra Leone. J'avais écrit ce livre et j'arrivais pas à le terminer, j'arrivais pas à trouver toute la saveur dans l'écriture. Donc je lui ai dit, écoute Ziad, si tu veux, je te file mon livre, tu le lis, il n'est pas encore publié. S'il t'intéresse, j'essaye de le transformer en scénario. Donc je lui ai passé le document. Lui, ça l'intéressait beaucoup parce qu'il me disait qu'il avait toujours eu envie de travailler autour de ce thème des enfants soldats. Donc 3-4 jours après, il m'appelle, il me dit, écoute, je fais un essai, commence à travailler le scénario, j'envoie une proposition à l'éditeur.
Et il a envoyé une proposition à l'éditeur avec juste quelques images, l'image de la couverture, 2 planches que j'avais découpées, qu'on a fait assez rapidement. Et l'éditeur a tout de suite dit oui. Dans les 15 jours, ça s'est fait un peu comme ça. L'éditeur a dit le sujet m'intéresse, le graphisme m'intéresse, parlez-moi un peu plus de la BD et c'est probable qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc on a signé un contrat très rapidement. Et je me suis retrouvée à devoir faire un scénario alors que je n'en avais jamais fait. Voilà, et pour moi, la plus grosse difficulté de cette première bande dessinée, ça a été de gérer la pagination, puisque quand on signe un contrat en bande dessinée, on a un nombre de pages précises. Donc là, on avait signé pour 100 pages. L'illustrateur est payé en fonction aussi de ce nombre de pages. Mais moi, quand j'écris un roman, j'ai l'habitude d'écrire, et puis le jour où ça se termine, ça se termine. Je m'en fiche un peu si ça fait 70 pages ou 140 pages, parce que l'idée pour moi, c'est de réussir à conclure le texte. Et là, quand je suis arrivée au bout de 80, 90 pages, j'avais du mal à tout clôturer. Donc, j'ai appelé Yann et je lui ai dit, est-ce que ça te va si on fait 10 ou 15 pages supplémentaires? Et il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, 15 pages supplémentaires, c'est un mois de travail en plus pour moi. Donc, si tu veux, on déborde un tout petit peu, mais on ne déborde pas de 15 pages. Donc, ça a été ma découverte. En fait, c'était qu'il fallait vraiment, vraiment planifier vraiment chaque page, chaque idée, enlever encore plus ce qui était inutile. Et donc, j'ai fait des coupes qui étaient un petit peu douloureuses pour moi en tant qu'auteur au début, et pour réussir vraiment à rentrer dans cette pagination très précise. Donc ça a été le lancement de la BD. Depuis, j'en ai fait une deuxième qui est en cours de finalisation et qui est sur le thème du cirque, qui n'est pas avec Yann, mais qui est avec un autre illustrateur. Et je travaille là doucement sur le scénario d'une 3e bande dessinée. D'accord. Voilà. Et, vous avez une date de publication déjà de la prochaine bande dessinée, hein? Normalement, là, donc c'est une BD qui est un peu plus grosse, qui fait 140 pages. Et l'illustrateur a terminé le storyboard et normalement doit terminer les planches définitives pour le mois de décembre prochain. Et donc, la BD serait publiée au printemps 2021. Donc, à chaque fois, on ne se rend pas compte, mais une bande dessinée, c'est plus d'1 an de travail pour l'illustrateur. Plus après, le temps que l'éditeur fasse tout son travail de promotion, de mise en place. Souvent, c'est des projets qui durent 2 ans. Et par rapport à l'histoire de Tamba, elle se passe dans un cadre aussi particulier dans l'histoire qui est dans le cadre d'une mission, alors ce qu'on appelle les missions Vérité et Réconciliation, qui se passe dans plusieurs pays, pas qu'en Afrique pour le coup, qui ont connu des guerres civiles. Comment vous avez rencontré un petit peu tous ces aspects-là, l'aspect des enfants soldats, mais aussi cet aspect de ces programmes Vérité et Réconciliation? Alors, c'est là où je dis que le cirque rejoint souvent la partie écriture et vice-versa. C'est qu'en 2000, quand on est sorti de l'école de cirque, on est parti en Guinée pour donner des ateliers cirque avec une ONG qui travaillait avec le Haut Commissariat des réfugiés. Et donc, on est parti à 4 jeunes artistes dans des camps de réfugiés en Guinée. Et c'était des camps de réfugiés qui accueillaient des réfugiés sierra-léonais ainsi que du Libéria. Et dans les enfants à qui on donnait des ateliers cirque, il y avait certains qui étaient d'anciens enfants soldats. Donc c'est à ce moment-là, moi j'ai découvert, donc j'étais très jeune, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert cette réalité. On est rentré en France et je me suis plus trop occupée de... Enfin, j'avais au fond de ma tête, c'est quand même cette chose sur les enfants soldats qui restait et que j'ai alimentée pendant presque une vingtaine d'années de sources, de réflexions. Dès qu'il y avait des reportages à la télé, je les regardais. Et sur ce qui s'est passé en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, j'étais quand même assez attentive du fait d'être allée dans ce pays-là. Et donc, quand le sujet a été bien mûr dans ma tête, de nouveau, je me suis beaucoup documentée. J'ai cherché des sources autour de ces pays pour en créer une histoire. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai documenté au fil des années. C'était quand même comme une idée que j'avais dans la tête depuis très longtemps et qui a fini par devenir un livre. Voilà, et les commissions de vérité et réconciliation, c'est quelque chose qui existe dans de nombreux pays qui ont été souvent en proie à des guerres civiles. Donc, il y en a eu en Afrique du Sud, il y en a eu au Rwanda, il y en a eu au Canada, il y en a eu au Cambodge. Enfin, voilà, c'est des procédés qui existent dans de nombreux pays. Et j'ai voulu mêler et les histoires d'enfants soldats et les histoires de commission vérité et réconciliation sur la BD.
Voilà, ça a donné différents temps ça a permis de donner différents temps de récit, puis de donner un petit peu des solutions et du relief. Je suis pas mécontente du résultat final. C'était pour moi beaucoup de réflexions, beaucoup d'interrogations. Comme en plus c'était ma première BD, j'avais peur qu'on comprenne mal les choses ou que le récit s'entremêle mal. Mais voilà, Yann avait une grande expérience quand même de la bande dessinée. Donc il m'a aidé sur certaines choses, il m'a aidé à faire des choix. Et puis il y a l'éditeur qui a été très présent aussi sur cette première bande dessinée et qui nous a aidé à rendre les choses plus claires. Après, je peux vous montrer très rapidement comment, comment le travail s'est passé entre nous. Je vais tenter de faire comme ça. Voilà, donc moi, mon travail principal, ça a été de proposer le travail qui est à gauche, c'est-à-dire de montrer le nombre de dire le nombre de planches qu'il y avait dans la bande dessinée, de les nommer, de donner le nombre de cases et de dire ce que je voulais dans chacune des cases, c'est-à-dire de décrire ce que je voulais dans la case, de décrire ce que je voulais qu'il y ait dans les cartouches et de décrire ce que je voulais qu'il y ait dans les bulles. Et après, Yann m'a envoyé un brouillon qu'on appelle le storyboard, qui est donc à droite. Et dès qu'on avait 20 ou 30 planches de brouillon, on envoyait ça à l'éditeur pour une première lecture. Donc ça, c'était par exemple, c'était la première planche. Donc en bas, tout à droite, on voit que dans la dernière case, Yann avait fait un personnage assis sur une chaise, comme j'avais demandé, et puis il avait fait 2 cases à l'intérieur de la case. Et ça, dans la proposition définitive, ça fait partie des choses que l'éditeur a demandé à enlever pour que le récit reste le plus lisible possible, le plus simple possible. Il disait l'histoire est déjà extrêmement compliquée, donc on ne va pas mettre des cases dans les cases, on va faire quelque chose de très simple. Voilà, et donc ça, c'est la deuxième proposition de Diane. Vous voyez, les petites cases avec l'œil et la tête ont été enlevées. Donc ça, c'est sa partie noir et blanc. Et puis après, il y a la partie couleur. Donc pour réaliser la bande dessinée, Yann, il a mis 5 mois pour faire le brouillon, pour faire le storyboard. Il a mis après 3 mois pour faire le noir et blanc, pour tout reprendre au propre. Et il a mis encore 2 mois pour faire la couleur. Et jusqu'au bout, il y a des choses qui ont changé, des choses qu'il a rajoutées ou des choses que je lui demandais d'enlever parce que des fois, il prenait des initiatives et ça venait un petit peu perturber le récit ou rendre certains points moins justes. Et puis, sur beaucoup d'autres choses, il a créé des ambiances que je trouve vraiment magnifiques. Voilà, donc à chaque fois que j'ai envoyé la planche, il m'envoyait le dessin à côté. Donc c'était un travail qui était vraiment très stimulant, dans le sens où quand j'avais plus d'idées, plus d'inspiration, c'est vrai que des fois il m'envoyait des choses et c'était extrêmement motivant le matin de me lever, d'avoir des mails et de voir qu'il y avait des images et que les choses avaient avancé. Donc je retravaillais la journée et on s'envoyait comme ça et donc on a eu quelque chose qui était très partagé et vraiment très stimulant. Donc ça, cette planche-là, je la montre souvent parce que ça fait partie des choses que l'éditeur a demandé à changer. Donc quand on voit la planche à gauche, où il y a 4 images, les 4 premières images, donc qui vont être transformées, on voit les enfants qui traversent le champ, après on les voit qui traversent une route, et on les voit qui volent du linge. Et quand l'éditeur a reçu cette planche, il a dit, je ne suis pas bien sûr qu'ils volent du linge, on peut imaginer que c'est autre chose, c'est pas très clair, il faudrait plus détailler, donc il nous a demandé d'enlever, il a demandé à Yann d'enlever ces 2 dessins qui étaient pour lui pas assez clairs. Donc l'image définitive, ça fait ça, hein. On les voit traverser le champ, on les voit traverser la route, et les images du linge ont disparu. Et donc comme ça, l'éditeur nous aidait à rendre les choses plus lisibles. C'est vrai que souvent, nous, on a l'impression que les choses sont très claires dans notre tête, que ce qu'on veut exprimer, et avec un dessin, on arrive à le faire comprendre, mais ce n'est pas forcément le cas du lecteur. Donc l'éditeur nous a vraiment aidés sur ce travail-là. D'ailleurs, par rapport à ce travail, toi qui es scénariste de romans, qui a priori on a plutôt l'idée d'un travail solitaire aussi, alors j'imagine qu'il y a des allers-retours aussi avec l'éditeur, mais le fait du coup de travailler un peu en trio comme ça, avoir beaucoup d'allers-retours, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change aussi pour vous, hein? Il y a beaucoup de moments où j'ai eu du mal à renoncer parce que j'avais l'impression que le sujet
était plus complexe que ce qu'on mettait dans la bande dessinée. Enfin, j'avais vraiment envie que ça soit très complet, donc j'ai dû me détacher de cette idée du roman où on en met vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de moments où j'ai eu l'impression que ça s'appauvrissait, mais finalement, ça gagnait tellement avec l'image que ça proposait une autre forme. Donc c'est vrai que sur cette première BD, j'ai eu du mal quand même à plein de moments à lâcher des choses. Ce que j'ai beaucoup moins de mal à faire avec la deuxième et puis je pense aussi avec la troisième. C'est-à-dire que j'accepte de me dire que le dessin apporte autre chose, apporte une autre émotion. Et que cette émotion, bah, même si on n'est pas complet dans le récit, et ben, l'émotion, elle passe autrement et finalement, c'est ce qu'on cherche dans une bande dessinée. Donc c'était vraiment une bonne chose de travailler à trois. C'était très intéressant. Et c'est vrai que des fois, je regrette dans les livres qu'on ne soit pas plus sur un partage d'idées, quand il y a des doutes, de pouvoir échanger sur les doutes, ou de pouvoir les retravailler sous un autre angle. Le métier d'écrivain est un métier vraiment solitaire, ce qui est moins le cas en bande dessinée, même si ça l'est quand même un peu. Hein. On reste quand même chacun chez soi à travailler pendant des jours et des mois. Voilà, donc ça, c'est d'autres exemples de travail en noir et blanc. Là, il n'y a pas eu de demande de modification. Le mouvement était très bien fait. Moi, c'est vrai que sur la planche à gauche, j'avais proposé des textes où les rebelles couraient après les enfants pour leur faire peur et disaient, je ne sais plus, attrapez-les, ne les laissez pas partir. Et Yann a enlevé tous ces textes parce qu'ils n'étaient pas nécessaires. Voilà, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime jouer avec les mots, mais parfois les mots sont inutiles. Donc ça a donné cette planche finale que je trouvais très belle. Voilà un petit peu le travail qu'on a élaboré ensemble. Donc ça, c'était la toute première image qu'on a proposée à l'éditeur. Donc la bande dessinée devait s'appeler Le vent se lève, parce qu'il y a une phrase qui dit Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Et je trouvais que ça correspondait bien à cette idée que j'avais des enfants soldats et de la... Enfin, voilà, des enfants soldats. Yann avait proposé ça. L'éditeur avait beaucoup accroché sur cette image. Et puis finalement, il nous a demandé de faire une autre couverture qui prenait une image. Il a pris une image de la bande dessinée, il a demandé à Yann de la refaire en plus grand. Et après, il nous a demandé également de changer le titre parce qu'il trouvait que le titre était trop poétique, finalement, presque un titre de roman. Or, en bande dessinée, c'est vrai que les titres sont souvent ils caractérisent vraiment la bande dessinée. Il faut vraiment qu'on sache exactement où on va, rien qu'en lisant le titre. Donc, du coup, j'ai dit à l'éditeur, je suis d'accord. Mais alors, dans ce cas-là, si on met l'enfant soldat, je ne veux pas qu'il y ait une tête d'enfant, il faut qu'on soit quand même dans autre chose. Puis finalement, on a quand même appelé l'enfant soldat avec une tête d'enfant soldat. Donc ça m'a un petit peu contrariée, mais pas très longtemps. Donc, c'était la deuxième image de Yann, que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup les papillons blancs, j'aimais beaucoup la cigarette, j'aimais beaucoup la fumée de cigarette. Parce que je trouvais que ça rendait l'image un peu mélancolique. Que cette image d'enfant qui fumait, ça venait créer quelque chose de complexe tout de suite. On se dit qu'on va rentrer dans un récit qui est pas anodin. Voilà, j'aimais beaucoup ça. Les papillons un peu comme les fantômes aussi, j'aimais beaucoup. Et l'éditeur a pas du tout apprécié. Enfin, l'éditeur a beaucoup aimé. Yann aimait bien, moi j'aimais bien, mais le patron de l'éditeur lui a dit que c'était un peu gênant qu'il y ait une cigarette sur une BD qui était à destination de la jeunesse. Ils avaient très peur que les libraires n'osent pas le présenter, de peur que les parents n'osent pas l'acheter pour leurs enfants parce qu'il y avait cette cigarette. Donc, quand j'interroge un peu les enfants, ils ne sont pas du tout choqués par cette image alors qu'il y a une arme énorme. Elle est jeune. Or, ils sont très choqués effectivement par cette image où il y a une cigarette. C'est-à-dire que le message sur la cigarette est bien passé. Il ne faut pas fumer. Par contre, avoir des armes, ça, avoir une Kalachnikov, ils sont tous capables, la plupart des petits garçons sont capables de me citer le nom de l'arme très exactement. Ça ne dérange pas. Donc, ça nous permet de faire souvent des grands débats à l'école sur la cigarette et souvent de discuter de ça.
Voilà, et au final, ça a donné cette couverture sans la cigarette, qui est très belle, qui est une très belle couverture, qui donne un peu moins de complexité à l'image. Mais voilà, et ça, c'est la couverture en anglais, puisque la BD a été traduite en anglais par la suite. Est-ce que d'ailleurs, par rapport à ça, quels sont un peu les retours des élèves ou des enfants que vous croisez autour de cette BD, hein, Alors, des les lecteurs? enfants, ouais, les lecteurs, je demande à ce que ça ne soit pas forcément lu avant le début du collège, voire le milieu du collège. Hein, ça serait presque plutôt une BD pour lycéens, pour jeunes adultes. Mais il y a des enfants qui se plongent dedans. Généralement, ils sont moins choqués que ce que les adultes imaginent. Donc, comme c'est un récit qui ressemble un peu à un témoignage, qui ressemble un peu à qui pourrait être une histoire vraie, qui est inspirée de plein d'histoires réelles, de plein de témoignages différents, les adultes sont plutôt choqués de ce qu'ils lisent, sont heurtés, sont émotionnellement sensibles à ce qui se passe dans ce récit. Je pense que les enfants, plus ils sont jeunes, plus imaginent ça comme une histoire. Et des histoires avec des enfants soldats, avec des guerres, avec des gens qui meurent, ils en voient à la télé, ils en lisent, ils en voient dans les jeux vidéo. Et finalement, ils sont moins impactés que nous, adultes, par le récit. Voilà. Alors, attendez. J'ai après travaillé, je peux vous montrer très, très rapidement l'autre bande dessinée, donc le travail qui n'est pas tout à fait pareil. Donc l'autre bande dessinée, ça traitait du cirque. J'ai demandé à l'éditeur s'il pouvait me conseiller un illustrateur parce que je voulais un illustrateur très précis sur les mouvements, comme il y avait beaucoup de mouvements de portée acrobatique et autres. Et donc je travaillais avec un illustrateur qui travaille en Finlande et qui est d'origine espagnole et qui ne parle pas français. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais on arrive à communiquer quand même ensemble. Et donc très rapidement, hein, voilà, je présente toujours la même chose, c'est-à-dire que je propose une planche, je dis ce que je veux sur la planche. Là, pour tout ce qui est dessin de cirque, j'ai décidé de mettre des vraies images et des vraies photos pour qu'on soit très précis dans les mouvements. Ça m'embêtait qu'il y ait des erreurs corporelles sur la BD. Donc ça, c'est ce que je lui demande. Et puis après, ça, c'est son résultat. Vous voyez ou pas? Non. Ah, pardon. Alors, c'est pour ça. Voilà. Voilà, donc ça, c'est ce que je propose. Ça, c'est ce que je propose. Et ça, c'est son résultat final. Enfin, non, c'est son résultat de brouillon, pardon. Donc, lui, il a une manière beaucoup moins... Ses brouillons sont déjà presque parfaits. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire des changements. Ça a été ma découverte, là. C'est que, du coup, sur le storyboard, il est tellement impeccable que c'est difficile de lui demander de modifier ses dessins parce qu'il y a déjà un énorme travail graphique dessus. Donc, je me suis beaucoup plus appliquée pour qu'il y ait beaucoup moins d'aller-retour à faire. Voilà, donc, à gauche, là, il y a le brouillon, par exemple, le storyboard. Et à droite, ça va être la planche définitive. Donc, pas du tout le même style. Il a un style très précis que je trouve extrêmement beau. Après, j'aimais beaucoup le travail de Yann aussi, qui était un peu plus fou, mais aussi très expressif. Là, c'est très parfait, mais c'est très chouette. Voilà, donc ça, c'est à gauche, c'est ce qu'il a fait. Puis à droite, c'est les modifications que je lui envoie. Je fonctionne beaucoup plus sous forme de photos. Comme il parle pas français, voilà, on communique, j'envoie beaucoup de photos, des changements comme ça. Ça paraît plus simple. Voilà, et au final, ça donne ça. Donc, je connaissais peu le travail de la BD finalement, et je découvre quelque chose que je trouve vraiment, vraiment génial. Je trouve ça très magique. Voilà, donc des fois, je lui envoie mes dessins. Donc, ça, c'est mes dessins à gauche, et on comprend pourquoi c'est pas moi qui fais les dessins de la bande dessinée. Et puis à droite, c'est ce qu'il propose
C'est ce qu'ils proposent. Voilà, un petit peu pour ce travail de bande dessinée. Eh ben, on va passer au travail un petit peu, on va faire un petit passage par les romans, hein, et, qui sont aussi nourris de votre vie. Et notamment, il y a le journal de Tallulah qui raconte à travers le journal intime d'une jeune fille euh, sa vie dans une famille d'artistes de cirque, justement. Et du coup, comment est venue cette idée? J'imagine qu'elle vient aussi de votre de cette facette de circassienne que vous avez. Mais, et du coup, à quel point ces textes sont autobiographiques du vécu ou c'est complètement quelque chose que vous avez inventé à partir de ce que vous voyez autour de vous? Non, alors bien sûr, j'ai repris. Donc nous, on est artistes de cirque, on est un couple, on a la plupart de nos spectacles. On est au moins tous les deux sur scène, donc on a des spectacles à 2, mais on a aussi des spectacles à 4, à 5, et on a des enfants. Et quand on emmenait nos enfants en tournée avec nous, j'ai remarqué que petit à petit, c'était quand même toujours les mêmes réflexions autour de l'enfance, autour de leur tournée, autour de la chance qu'ils avaient de voir des spectacles. Et j'avais quand même ma fille qui était assez pertinente et qui n'avait pas la langue dans sa poche et qui répondait de manière parfois un peu cinglante aux gens. Donc ça m'a inspiré le personnage de Tallulah. Donc après, j'ai un petit peu convoqué tous mes souvenirs, tous les souvenirs que j'avais de quand on faisait des choses avec eux, et j'ai inventé aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que les histoires de Tallulah, c'est pas du tout notre histoire de famille, mais malgré tout, on retrouve certaines ficelles de ce que nous, on a pu vivre, que j'ai après, bien sûr, raconté en roman. Donc, il y a Tallulah qui pourrait être un petit peu ma fille, quelque part. Il y a son frère et il y a les deux parents. Et après, toute la vie scolaire, tout ce qui se passe, c'est plutôt des choses que j'ai inventées ou même des choses que j'avais de souvenirs de ma propre enfance. Voilà, donc c'est vrai que souvent, dans les histoires de Tallulah, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que moi j'étais une très mauvaise élève à l'école et je rêvais d'avoir des parents je rêvais d'avoir des parents qui ne m'envoient pas à l'école. Donc je me suis toujours jurée, quand j'étais petite, je me suis dit, moi quand j'aurai des enfants, plus tard, ils ne seront pas obligés d'aller à l'école. Moi, quand j'aurai des enfants plus tard, s'ils ont des mauvaises notes, je leur dirai que c'est pas grave. Plus tard, moi, quand j'aurai des enfants, je leur dirai qu'ils peuvent copier sur leurs voisins. Je pensais tout un tas de choses comme ça. Et j'ai grandi, je suis devenue adulte, j'ai eu des enfants. Et je me suis dit, je m'étais promis des choses quand j'étais petite, donc je vais faire ce que j'ai dit. Donc, par exemple, ma fille, quand elle était en sixième, des fois, elle se levait, elle me disait oh là là, je suis stressée, j'ai une interro d'anglais, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai mal au ventre, rien que d'y penser. Et moi, je lui disais écoute, si tu as une interro d'anglais, si ça te stresse à ce point-là, ne va pas à l'école. Ça sert à rien de se mettre dans tous ces états pour une interro d'anglais. Moi, j'aurais rêvé qu'on me réponde ça. Et ma fille a été complètement scandalisée. Elle me disait ouais, c'est n'importe quoi. Tu peux pas me dire ça, il faut aller à l'école, il faut faire ce qu'on nous demande de faire. Et elle partait en claquant la porte, furieuse. Alors moi qui me trouvais très moderne, très gentille, en fait, elle n'était pas du tout d'accord avec ma manière de fonctionner. Et du coup, j'ai pensé à ça, en fait. C'était que quoi que proposent les parents, quelque part, généralement, il y a un conflit. Si on est trop laxiste, les enfants sont plus rigoureux et peut-être le contraire. Et dans le personnage de Tallulah, j'ai voulu recréer cette idée-là. C'est-à-dire d'avoir des parents qui font un peu, pas n'importe quoi, mais qui font différemment, qui proposent un autre type d'éducation. Et cette petite fille qui est finalement très rangée et très, très adaptée et qui voudrait que ses parents fonctionnent autrement. Donc j'ai mis ça un petit peu dans les histoires de Tallulah. D'accord. Par rapport au spectacle, justement, j'ai vu qu'un de vos livres, Le Peuple du Chemin, était aussi un spectacle que vous proposez. Déjà, lequel a nourri l'autre? Est-ce que le spectacle existait avant le livre ou c'est parti du livre pour du spectacle? Et puis, d'où vient cette histoire aussi Alors, le peuple du chemin, alors, quand j'étais petite, mis à part que j'aimais pas trop à l'école, je rêvais vraiment d'être une indienne et de vivre en Amérique, soit en Amérique du Nord, dans des tipis, soit en Amérique du Sud, dans la forêt amazonienne. Donc, c'est des rêves que j'ai nourris pendant très longtemps. Et il y a quelques années, j'ai lu dans un article
écrit par Anne Sibran dans un article de presse, qu'un groupe d'Indiens isolés avait été massacré dans la forêt amazonienne. Donc des Indiens isolés, c'est des Indiens qui n'ont eu aucun contact avec notre civilisation moderne, qui ont décidé de rester isolés dans la forêt et de ne pas avoir de lien avec nous. Et il se trouve que ces Indiens ont croisé la route de gens qui les ont massacrés. Donc cette histoire m'a énormément choquée, au point qu'au bout de plusieurs jours où je me suis beaucoup renseignée, je me suis documentée et je me suis dit que j'avais envie d'écrire quelque chose sur ce sujet pour faire connaître un petit peu ce qui se passait dans la forêt amazonienne et faire un petit peu connaître aussi ces peuples. Donc je me suis mis à écrire. C'est une écriture qui a été assez longue, c'est un roman qui est assez dur, mais qui a eu beaucoup de succès. Donc au début, je me disais que personne ne voudrait faire lire un texte qui parle d'un massacre à des enfants, et finalement c'est un livre qui a été beaucoup lu et pour lequel je suis beaucoup intervenue dans les écoles, à tel point que à un moment je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen de basculer et de faire autre chose de ce livre. Et donc comme on fait du spectacle, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une lecture. Et comme on fait du spectacle, on n'a pas voulu en faire une lecture simple, donc on a décidé de faire un spectacle lecture avec deux autres artistes sur scène. Donc moi, je lis des extraits ou je récite des extraits. Et il y a un illustrateur qui est sur scène, qui fait des illustrations en direct, qui a aussi travaillé sur des cinématiques. Donc c'est comme des petits extraits de dessins animés qui passent. Et puis il y a un autre artiste qui est sur scène et qui fait tout le bruitage. Donc il fait le bruitage des bruits de la forêt, qui fait la musique, qui fait les ambiances, qui fait toute la sonorité autour de la lecture pour que ça devienne un vrai spectacle. Voilà. On va devoir conclure cet entretien. Et juste avant, je voulais voir avec vous ce que vous conseilleriez à des jeunes lecteurs qui seraient intéressés par le travail de l'écriture, voire devenir écrivain plus tard. Alors moi, pour les lecteurs, ce que je voudrais leur dire, c'est lisez. Lâchez les écrans, continuez de lire. Si un livre ne vous plaît pas, vous pouvez le refermer, vous pouvez en prendre un autre. Allez piocher, on trouve forcément à un moment quelque chose qui nous accroche, quelque chose qui est fait pour nous, ça c'est sûr. Pour les apprentis écrivains, moi j'écris depuis que j'ai l'âge de 8 ans, mais j'écrivais d'abord pour moi, j'écrivais ce que j'avais dans la tête. Donc juste ce que j'ai envie de dire, c'est que pour écrire, il y a besoin d'un papier, d'un crayon et d'imagination. Et que juste il faut s'y mettre, quoi. Il faut arrêter de se poser des questions, il faut ouvrir un cahier, se mettre à écrire, ouvrir une page d'ordinateur, se mettre à écrire. On ne sait pas où ça nous emmènera. Moi, j'ai commencé des dizaines d'histoires que je n'ai pas terminées. Je le fais encore. Des fois, je commence, j'ai une super idée et puis ça s'arrête. Mais c'est pas grave, l'idée suivante, je la réécris quand même. Donc, si on veut devenir écrivain, il n'y a qu'une seule solution, il faut écrire. Et après, on voit où ça nous emmène. Merci beaucoup Marion pour votre disponibilité et puis pour d'avoir accepté cet entretien. Et puis on espère vous voir bientôt en réel cette fois. Avec plaisir. Bonne journée, bonne fin de journée. Au revoir.